J'ai beaucoup voyagé pendant mon activité professionnelle en tant qu'hydrographe. Puis un jour, je me suis posé dans une petite ville qui s'appelle Porspoder, sur la côte nord. Et là, j'ai commencé à regarder le ciel. Alors au début, j'avais une petite lunette et puis je regardais les objets du système solaire. Alors système solaire, il y a la Lune, il y a les planètes. C'est très agréable de regarder tout le panorama qu'on peut retrouver sur la Lune, notamment tous ces cratères, ces rainures. Et puis je regardais aussi les planètes. J'ai un souvenir vraiment mémorable au niveau de la première fois, du moment où j'ai vu pour la première fois Saturne. Saturne, c'est une petite bille qui est dans le ciel, suspendue, un petit peu jaune, orange, et surtout elle a des anneaux qui sont bien nets. Avec un petit peu de grossissement, on peut les voir. C'est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est avec Saturne que ma passion pour l'astronomie a débuté. Ensuite, j'ai voulu capturer les images des objets que je voyais. Donc pour les capturer, je suis devenu astrophotographe. C'était l'époque où c'était la pleine révolution du numérique. Donc on commençait à capter des images avec par exemple une webcam et on faisait des très belles images planétaires. C'était vraiment... quand je montrais mes images, beaucoup de personnes étaient déjà impressionnées. Puis ensuite, j'ai acheté du matériel un peu plus performant et je me suis tourné vers le ciel profond. Alors ce qu'on appelle le ciel profond, ou deep sky en anglais, c'est notre Voie lactée. En fait, c'est les objets qui se trouvent dans notre galaxie, la Voie lactée. Mais c'est aussi les objets qui se trouvent en dehors de la Voie lactée, les autres galaxies. Là, on a une notion de distance qui est vraiment impressionnante. Par exemple, la Lune est à 400 000 km. On peut comprendre un petit peu la distance de la Lune. Ensuite, Saturne, là, c'est 1 milliard de kilomètres. C'est encore dans l'entendement humain. Mais par contre, la première étoile qui se trouve dans la Voie lactée, elle est à 4 années-lumière. La lumière met 4 années pour nous parvenir. Là, il y a un grand vide. Et si on compare, si jamais on regarde la première galaxie, Andromède, là, c'est à près de 3 millions d'années-lumière. 3 millions d'années-lumière. Donc je regardais ces objets et j'ai tenté de les observer avec notamment les nébuleuses qui sont dans la Voie lactée. C'était vraiment ça qui m'intéressait. Ces objets sont très faibles. Et là, je me suis aperçu que je pouvais les regarder. Donc j'étais sur un site à Porspoder qui était vraiment très bien. En fait, ils éteignent la lumière le soir et ça, c'est vraiment très bien. En plus, j'ai une vue sur la mer, donc je n'étais pas perturbé par des lumières qui étaient au loin. Et j'ai eu quand même quelques petits soucis parce que pour observer ces objets qui sont très faibles, il faut poser assez longtemps. Et là, eh bien, je me couchais, du moins déjà, je pouvais installer le matériel, et puis les nuages arrivaient. Donc j'étais obligé de tout remballer, et puis fin du rien, fin d'observation. Parfois, je veillais très tard. Et lorsque je me couchais, eh bien, ma femme appréciait que très modérément mes pieds glacés. Ça, c'était quelque chose que il fallait aussi trouver une solution. Donc en fait, j'avais quelques petits soucis justement, ces petits soucis, jusqu'au moment où j'ai décidé de construire un observatoire. Alors mon observatoire, je l'ai construit moi-même, c'est avec un toit roulant, et puis dedans, il y a tout le matériel. Alors à partir de là, je peux observer directement, c'est-à-dire dès qu'il fait beau, je peux observer le ciel. Donc là, je me suis penché un petit peu sur des objets qui sont vraiment très très faibles, qui ont très peu de luminosité. Et donc il faut passer pas mal de temps à les observer. Avec l'observatoire, j'ai pu faire ça, parce qu'en plus, au niveau informatique, j'ai pu faire des séances automatiques pendant toute la nuit. Donc il me suffisait de préparer le matériel au départ, de prendre une cible, et à partir de là, je prenais du moins ça imagé pendant toute la nuit. Je me réservais à peu près 7 heures de sommeil par nuit. Parfois, je me levais, et puis là, j'ai rencontré souvent mon chat, un chat noir, qui s'appelle Astro, comme par hasard. C'est pas moi qui ai choisi son nom. Et il était souvent là, à ronronner, près du matériel, qui ronronnait également, et qui prenait des images. C'est là que j'ai vraiment progressé, et que j'ai commencé à observer des objets qui étaient vraiment
très rare, qui était peu observé et peu imagé. La compétition était rude avec les autres astronomes amateurs qui faisaient un petit peu la même chose que moi. On recherchait vraiment à faire comment se ressortir une nébulosité d'un objet. C'était très comment il y avait beaucoup d'échanges sur les forums, au niveau des mails, et c'est là que j'ai progressé énormément. Alors une nuit d'août 2011, j'observais, du moins j'étais en train de contrôler une image que j'avais faite la veille, qui avait 400 minutes de pause quand même, hein, donc pas mal de temps de pause. Et puis l'objet en question s'appelait SH2 124. Alors c'est un petit peu abstrait, c'est une grande nébuleuse mais qui est très faible et qui appartient au catalogue Sharpless. Cette nébuleuse apparaissait déjà sur l'image de 400 minutes et juste au-dessus il y avait une petite nébulosité. Il y avait un petit cercle rond là et tout de suite j'ai pensé à une nébuleuse planétaire. Alors qu'est-ce que c'est une nébuleuse planétaire? En fait c'est une étoile en fin de vie, comme le Soleil, et qui va éclairer en fait le gaz qu'elle a expulsé au préalable, du moins. Et donc, elle va l'éclairer, en fait, on dit qu'elle le ionise, ce gaz. Et ça a un aspect sphérique qui ressemble à une planète. C'est pour ça qu'on appelle ça nébuleuse planétaire. Ça n'a rien à voir avec une planète qui gravite autour d'une étoile. Et donc, quand j'ai vu ça, ma femme était pas loin de mon bureau, je l'ai appelée, puis je lui ai dit, bah, tu vois, ce petit cercle-là, elle me dit, oui, effectivement, il y a quelque chose qui apparaît, ouais, c'est vrai. Alors, pendant la nuit, j'y ai pensé beaucoup, hein. D'ailleurs, j'ai pas trop dormi. Et puis, le lendemain matin, bah, j'ai décidé d'envoyer un mail à Agnès Acker. Alors, Agnès Acker, c'est pas n'importe qui. C'est une sommité dans le domaine de l'astrophysique, et notamment au niveau des nébuleuses planétaires. Elle a consacré une partie de sa vie à l'étude de ces objets-là. Donc envoyer un mail à une personne de cette envergure, c'est pas anodin. Donc j'ai essayé de ne pas faire de faute d'orthographe, de construire un bon mail en précisant que voilà, j'avais détecté un objet qui était sans doute connu, hein, en mettant les coordonnées et puis les images que j'avais faites. C'était un dimanche, elle m'a répondu le dimanche après-midi. Alors là, j'étais stupéfait, un mail de Agnès Acker. Et elle me disait que l'objet était intéressant et qu'elle allait chercher de son côté pour savoir si il existait dans des catalogues professionnels qui n'étaient pas à portée des astronomes amateurs. Elle m'a répondu le lundi matin et m'a précisé, du moins c'était un message de félicitations, je venais de découvrir un nouvel objet, une nouvelle nébuleuse planétaire, et elle allait le nommer LDU1, à cause de mon nom, Pascal Ledu. Alors là, ça a été l'euphorie. Avoir marqué son nom dans le ciel, c'est vraiment extraordinaire. Vous vous imaginez, je suis dans mon jardin, je pose un instrument, je fais une image et je trouve un objet qui n'est pas répertorié par des professionnels. C'était vraiment extraordinaire pour moi et pour de nombreux amateurs. Donc là, à partir de là, bon, j'osais même pas envoyer un message sur les forums. Parce que je dis, et c'est une amie à moi qui a envoyé ce message, qui a fait plusieurs pages. J'ai eu plein de questions, tout le monde était estomaqué, il y avait des astronomes évidemment français, mais aussi américains, des Russes, qui me demandaient mais comment j'avais pu découvrir une nébuleuse planétaire de chez moi comme ça, c'était vraiment extraordinaire. Évidemment, bon, ça a fait du bruit, et puis il y a eu un emballement médiatique. Alors il y a Rue 89 qui a fait une page, qui m'a consacré une page. Ensuite il y a LCI, il y a FR3 qui sont venus me filmer chez moi et voir mon observatoire, ce que je faisais, etc. Enfin c'était l'extase totale. Et après, donc avec Agnès, j'ai et cerise sur le gâteau, j'ai oublié, dans le télégramme de Brest, parce que je tenais à ce que ça soit le télégramme de Brest, eh bien j'ai eu ma première page le jour de la foire Saint-Michel, en 2011. Donc ça, c'était vraiment l'éclat total. Bon, j'ai encore un exemplaire que je pourrais vous montrer si vous voulez. Et donc, alors là, après, j'ai commencé à écrire des articles avec Agnès Acker, et j'ai surtout commencé à mieux la connaître. C'est vraiment un personnage extraordinaire, Agnès Acker. Elle a su se rabaisser au niveau des astronomes amateurs et partager son savoir, c'est-à-dire qu'elle nous a écoutés. Et elle ne l'a pas fait qu'avec moi, elle l'a fait avec d'autres astronomes amateurs.
Elle fait partie de ces scientifiques qui ont un savoir immense, qui ont une notoriété, qui sont connus mondialement, mais qui n'hésitent pas à écouter des petites gens, des personnes qui font un petit peu, qui essaient de faire des choses avec leur matériel. Et là, ça a vraiment porté ses fruits. Elle m'a incité à faire de la spectroscopie, ce que je fais maintenant, pour confirmer les nébuleuses planétaires. C'est un travail un petit peu plus scientifique, mais c'est vraiment intéressant. À partir de là, on peut voir le gaz qui est émis par l'objet et certifier que l'objet est bien une nébuleuse planétaire ou un autre objet, nébuleuse à réflexion, etc. Donc je lui dois beaucoup, et vraiment, c'est un très grand personnage. Alors je suis devenu un référent évidemment au niveau dans le monde amateur. Maintenant, des amateurs m'envoient des images, je regarde si jamais elles sont bonnes, et puis j'envoie la liste, comme m'a montré Agnès Acker, à Hong Kong migrer ces nouveaux objets dans une base mondiale de nébuleuses planétaires qui s'appelle H. Donc je ne vais pas donner ce que ça veut dire, mais voilà. J'ai eu, du moins maintenant, j'ai une approche scientifique, mais ça ne m'empêche pas le soir de regarder le ciel. J'ai toujours gardé cet intérêt de me mettre dans mon jardin, d'écouter avec mon chat là, qui est souvent là, et puis de regarder après une journée de travail, de me relaxer à regarder le ciel. C'est vraiment un paysage fantastique. Il y a peu de bruit la nuit, à part quelques objets, quelques animaux, et on voit la voûte céleste qui se déplace, depuis la nuit des temps d'ailleurs, elle se déplace tout doucement au-dessus de nous. C'est vraiment un spectacle extraordinaire. Je souhaite du moins, l'homme moderne maintenant a tendance à perdre cette vision du ciel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'éclairage dans les villes, et bien en fait, c'est comme si on lui mettait un mur devant un paysage magnifique comme la mer ou la montagne, et que petit à petit, cette lumière comme un mur, eh bien, qu'on érigerait devant le paysage, eh bien, commence à masquer ce ciel qui est au-dessus de nous et qui est gratuit. On peut l'observer gratuitement, il n'y a pas encore à payer pour observer le ciel. Et donc, je souhaite qu'un jour, on puisse arriver à avoir un interrupteur qui coupe la lumière des villes. Et là, je ne regarderai pas le ciel, parce que le ciel sera évidemment, on le découvrira, mais je regarderai surtout les personnes, les citadins, ceux qui sont dans les villes, qui découvriront le ciel. Et là, je pense que j'aurai un spectacle magnifique.